29 minutes. Ok. Bon bah bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien remis du cours de la semaine dernière, travelling et tout. Est-ce que vous avez des questions sur le cours de la semaine dernière? Non? Si vous en avez, il y a 29 minutes. En perso, parce que sinon ça part en couille sur le... Oui, c'est vrai, tes collègues, c'est pas très coopérant. Ce soir, on va voir la désaturation et plus particulièrement les tables de Menn 90. Et il y aura une deuxième partie qui va être donnée par Olivier sur plus axé sur les ordinateurs. Je ne connais pas la date exactement, mais voilà la suite. Donc, les objectifs, c'est d'avoir une meilleure compréhension, ou en tout cas d'avoir que 3 notions de saturation, désaturation. Je ne sais pas, vous venez de différents horizons, je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que vous n'allez rien apprendre. Si vous n'avez rien appris, c'est que vous maîtrisez. Si vous apprenez, c'est cool. Voilà. On va essayer de faire un petit peu une différence entre le N3 et le N2, parce que vous allez me dire les tables, on les a déjà vues au N2. On va parler de la notion d'engagement en plongée, donc on a déjà commencé à voir un petit peu avec la consommation, où à 60 mètres on a beaucoup moins de place à l'improvisation. Et puis après on va prendre la partie sur les tables, leur fonctionnement, des rappels pour ceux qui les ont bien vus au niveau 2, peut-être des redécouvertes pour ceux qui les ont survolés, je ne sais pas en fonction des horizons, mais peut-être plus desquels vous venez. Sur les plongées simples, les plongées successives pour l'après-midi, les profils anormaux en mode consécutif, remontée rapide, et puis dernier petit brossage entre le N3 et le N2 encore un petit peu plus. C'est parti mon kiki. J'ai pas mis à jour le plan. Donc au final, tout se base sur une histoire de notion d'équilibre. Aujourd'hui, là à l'instant T, on est en train de respirer un mélange comme on a vu dans le cours précédent, composé à 80% d'azote et 20% d'oxygène. Et au final, on a le même nombre de molécules d'azote qui se baladent dans notre corps que ce qu'il y a dans le mélange qu'on respire. Quand on descend, on se met à respirer un air qui est plus dense. Donc pour le même volume, il y a plus de molécules d'azote. Ça crée un déséquilibre par rapport au nombre de molécules d'azote qu'on a au centimètre cube carré qu'on a dans le cube qu'on a dans notre corps. Donc ça va tendre à s'équilibrer. On est bon. Et à la remontée, c'est l'inverse. Tout l'azote qu'on aura assimilé, on va vouloir le rejeter. Donc on va l'évacuer. Et ça, c'est la désaturation. Et la notion de désaturation rapide, c'est exactement le principe du SodaStream où quand votre bouteille est fermée, vous ne voyez pas les bulles. Vous avez au départ de l'eau, vous injectez du gaz. La notion d'injecter du gaz, c'est vous montez en pression par rapport à ce que vous respirez. Et quand vous l'ouvrez un grand coup, vous passez directement de la profondeur maximum à la surface, et là il y a des bulles. Si vous prenez le temps de remonter doucement, vous allez ne pas faire de bulles. Parce que la différence de pression, la vitesse à laquelle on va dégazer va diminuer, et ne va pas créer de bulles. C'est bon là-dessus? Hier soir, à minuit, après la fosse, j'ai découvert un truc super, c'est que si vous prenez une bouteille de Coca-Cola et que vous la secouez, ça fait des gros... Et si vous prenez une bouteille de Coca-Cola et que vous la secouez, vous regardez, il y a plein de petites bulles qui se forment le long de la paroi, sur la surface. Et à ce moment-là, quand vous ouvrez, c'est là que ça part dans tous les sens. Si avant de l'ouvrir, vous tapotez doucement sur la bouteille de Coca et que vous cassez les bulles, vous enlevez les bulles, et que vous l'ouvrez, ça ne va pas partir dans tous les sens. Et en fait, on a exactement le même phénomène avec la désaturation, c'est-à-dire que pour que les bulles se créent, il faut un noyau d'accroche. Ça veut dire que si quelqu'un perce, il faut faire comme ça sur lui. Il faut tenter. Juste à la désaturer. Non, mais c'est... On s'entraide. Ça veut dire que... En fait, ce que ça veut dire, c'est que pour la même vitesse de remontée, si vous faites un effort ou si vous ne faites pas d'effort, vous allez créer des tourbillons ou pas créer des tourbillons. Et s'il y a des tourbillons, il y a plus de chances qu'il y ait de bulles. C'est ça l'amalgame. Parce que oui, effectivement,
automatiquement, tu fais ça, comme ça, tu fais ce c'est parfait. Non, c'est qu'au final, quand tu secoues la bouteille de coca, on peut assimiler ça à faire un effort. Et donc, se faire un effort va aussi créer plein de petits noyaux d'accroche gazeuse qui vont pouvoir accentuer le phénomène de déstructuration anarchique qui va potentiellement évoluer vers quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. C'est pas clair. J'ai repassé l'ordinateur. On va voir si tu as bien révisé. Allez, par cœur, tu nous le fais. Bah non, c'est la loose. On avait un super matos en plus. Bah ouais. Ah. Je pense qu'on va s'en sortir. Oui, oui. Ah bah là pour la vidéo, ça va être intéressant. On coupera. C'est bien, ça a fait un super petit temps mort pour la guitare. Ça va passer à la caméra, je vais scotch. Voilà. J'ai reposé l'autre du coup, j'ai pu pas oublier les yeux. Tu t'en sors pas du tout? Ouais. N'empêche, elle est pas mal ce que t'as fait. Elle est plus facile que la mienne, il y a plus de... Oui, mais elle est bonne, en tout ça, elle est moche. Non, ce que je veux dire, c'est que la tienne, elle est... Tu vois que c'est vraiment... T'as les rayures, les machins, tout quoi. C'est bon? Super, merci. Donc je vous ai refait la courbe de plongée sans palier que vous avez dû voir théoriquement depuis le niveau 1, même si j'entends qu'en fonction de là où on a passé sur le niveau 1, on n'a pas forcément vu la courbe de plongée sans palier. Donc si vous plongez à 10 mètres, vous avez 4 heures devant vous, enfin 3 heures et demie devant vous avant d'avoir une notion de palier. Et si vous plongez à 20 mètres, là vous êtes habitué à être autonome à 20 mètres, vous avez 40 minutes avant de commencer à avoir une notion d'avoir du palier. Si vous plongez à 40, en mode PA40, vous avez déjà plus que 5 minutes avant d'avoir du palier. Et dès que vous êtes en dessous de 50, le fait même d'atteindre les 50 mètres vous oblige à faire du palier. Aujourd'hui, pour vous avez à gérer les 40 minutes sans palier de la notion de la plongée de l'après-midi et vous avez un GP qui lui va planifier pour gérer ces histoires de 5 minutes à 40. Demain, ça sera à vous de planifier depuis votre 60 mètres que je vous propose de ne pas faire en première plongée niveau 3 quand même, mais on vous délivrera un diplôme qui vous permettra de devoir planifier depuis 60 mètres. Donc en fait, aujourd'hui, dans tout ce qui va être votre autonomie, vous allez devoir gérer la désaturation par vous-même et c'est plus un guide qui va s'en occuper le matin et l'après-midi où vous allez dire de toute façon c'est bon, il n'y a pas de palier. C'est la principale différence entre le N3 et le N2, c'est que vous allez accéder à la plongée avec palier quasiment de manière systématique. Et puis il y a une petite aussi différence, c'est qu'en tant que N3, vous êtes capable de plonger, enfin vous avez la capacité de plonger jusqu'à 40 mètres sans DP. Alors, je ne suis pas sûr qu'à l'URSS-RSA ça soit beaucoup vu, mais dans les faits, si un jour vous avez envie de faire une sortie, qu'il n'y a pas de DP qui est disponible et qu'il n'y a que les N3 et que le président est d'accord, vous avez le droit d'organiser tout ça. Donc ça veut dire que non seulement vous allez devoir gérer votre DSAT,
mais vous allez aussi devoir gérer l'intervalle entre les deux plongées. Chose qu'aujourd'hui, vous ne gérez absolument pas et dont vous avez absolument potentiellement même pas confiance. Et ton ordi, il le gère pas ça? Alors en fait, ton ordi, il va le gérer, et par contre, c'est toi, à bout de combien de temps tu te réémerges à la deuxième plongée en fait. C'est ça la notion d'intervalle de surface. C'est oui, ton ordinateur, il va gérer ton état de désaturation, et il va te dire, ok, si tu plonges maintenant, je te donne tant de temps. Par contre, il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à faire pour que tu ne replonges pas au bout d'une demi-heure, au bout de combien de temps tu peux replonger en sécurité parce que tu as suffisamment désaturé ta première plongée avant de replonger sur la deuxième. C'est plus ça qu'il faut, que vous allez devoir gérer en tant que plongeur sans épée. Un petit rappel sur les profils à faire sur une plongée. Donc, globalement, le profil de la plongée 1, c'est une plongée typique sur un tombant où vous allez chercher le maximum de profondeur au début et puis vous remontez tranquillement le long de la roche, en flirtant ou non avec la courbe de plongée sans palier en fonction de ce que vous avez déterminé dans le planif. La courbe 2, c'est exactement l'inverse et potentiellement, si vous faites exactement l'inverse, plutôt que de saturer un grand coup et de commencer à désaturer lentement, parce que plus on n'est pas, plus on sature, vous allez saturer de plus en plus et à la fin vous allez remonter avec le maximum de saturation dont vous imaginez avoir. La plongée 3, c'est pour illustrer que l'après-midi on plonge moins profond que le matin, avec des profils sensiblement identiques. Le profil 4, c'est pour illustrer que l'après-midi on ne plonge pas plus profond que le matin. La plongée 5, c'est pour illustrer qu'on ne fait pas de yo-yo. La notion de yo-yo, au final, ça va faire les microbules qu'on va recomprimer, qu'on va décomprimer, qu'on va recomprimer, qu'on va redécomprimer, qui va augmenter le risque de créer des noyaux d'accroche gazeuse et qui va augmenter le risque de faire un accident. Je pousse jusqu'au bout. Mais quand t'es en spéléo... Alors, moi, je ne suis pas là pour vous enseigner la plongée en spéléo. Donc, là, quand tu n'as pas les contraintes de la spéléo, la bonne pratique, c'est de ne pas faire de yo. Après, quand tu te retrouves avec la roche et que tu es coincé, j'entends que tu n'as pas le choix. Par contre, aux dernières nouvelles de ce que je connais, ils ne mettent pas forcément en pratique les mêmes principes de déco que nous. Voilà. Et je ne peux pas vous expliquer ce qu'ils font parce que je suis claustrophobe et que je fais une fois et je le ferai pas deux. Voilà, et puis la 6, ça peut arriver, mais l'idée c'est d'éviter de remonter à la surface avant de redescendre, même si ça reste sur les tables, on a des protocoles pour reprendre ce genre d'aléas. Et on va les revoir ce soir. Est-ce que c'est clair, pareil? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez approfondir un truc? Hop. Donc je vous ai distribué le mode d'emploi des LM90. Moi je le trouve bien, parce qu'il est concis, il y a tout expliqué. On va pas le lire ensemble ce soir, parce que c'est quand même un tout petit peu long, mais si vous avez des questions, si vous avez des besoins de retourner dessus, il y a tout qui est indiqué. Par curiosité. Non, j'en ai un. Je montre. Ah, pardon. Donc vous pouvez le retélécharger à n'importe quel moment en cliquant sur le lien qui est dans le cours. Et pour... je ne l'ai pas mis dans le cours, mais donc je vais le dire oralement. Donc sur les N90, c'est 2 plongées par jour. C'est une différence. Mais attends, du coup, je comprends pas. Comment ça? Parce que par exemple, dans une partie, on m'a dit. Alors. Ils étaient au Nitrox déjà, je pense au C'est Olivier, quand vous êtes parti au Maltais. Moi, j'y étais pas. Hein. Ils étaient à 3 plongées par jour. Même au Nitrox. Au Nitrox? Ok. Ah, je savais pas qu'ils étaient tous au Nitrox. Alors. non, mais c'est bien, hein. Vous êtes d'entrée de jeu, pardon. En fait, les préconisations pour la sécurité, c'est 2 plongées par jour. Que ce soit au Nitrox ou pas au Nitrox. Okay. Après, la liberté que tu veux prendre avec du Nitrox dans des mers chaudes pour maximiser le rendement entre ton investissement sur ta semaine et les plongées que tu fais, ça reste de ton ressort personnel. Les préconisations pour rester en bonne santé, c'est 2 plongées par jour. Et justement, je le rappelle parce qu'on se dit, ah oui, mais
en fait, au final, à partir du moment où on sort de 2 plongées par jour, on rentre dans une zone à risque. Je ne connais pas la personne, mais quand j'étais jeune plongeur, j'ai entendu parler d'un type qui était MF1 à l'époque, qui faisait plein de yo-yo avec ses élèves qui sont trifugés, et qui a fait un ADD médulaire avec des plongées nitrox, 3 plongées par jour, en mer chaude, en Égypte, en mer Rouge. Donc potentiellement, c'était moins dangereux pour lui de faire du yo-yo avec une bouteille d'air que de faire 3 plongées par jour avec du nitrox. C'est... voilà. Tout ce qui est au-delà de 2 plongées par jour sort Plus de risque. non mais en fait on sort complètement de l'expérimentation médicale et du cadre sur lequel les protocoles qu'on utilise ont été testés. Donc on rentre dans l'empirique. Et après, est-ce que nous on veut jouer ou pas? Ça ne regarde que nous. Voilà. Donc on est toujours à 2 plongées par jour et pas plus, dans un intervalle de 24 heures. Et on ne dépasse pas 60 mètres, même si les profondeurs de 62 et 65 sont fournis pour si on a dérapé comme des... parce qu'on était narcosé, mais dans l'absolu c'est 60 mètres. Et ce que je voulais dire avant de repartir sur cet élément, c'est que vous pouvez, si vous avez envie, vous intéresser sur les paliers d'oxygène pur et la plongée en altitude, c'est purement hors programme et c'est pas fondamentalement quelque chose que vous avez besoin de savoir pour votre niveau 3. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'aborder. Si ça ne vous intéresse pas, c'est absolument pas grave. Moi je ne l'aborderai pas en cours. Si après vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, pareil, à me poser. Est-ce que vous avez déjà tous utilisé des tables, pas utilisé des tables? C'est lointain, c'est... Quand tu dis utiliser les tables, par exemple, nous, quand on a validé le niveau 2, on les a utilisés. Oui, est-ce que tu te rappelles comment ça marche ou est-ce qu'on... En fait, ce que je propose, c'est qu'on fasse du collégial. Par contre, si je vous dis débrouillez-vous directement pour la plongée du matin à 50 mètres avec une durée maximum de 50 minutes, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire je ne me rappelle plus du tout comment ça marche. Donc ma question est plus dans ce sens-là. Est-ce que pour déterminer sur la première plongée du matin, comment on fait pour déterminer la durée de plongée de 50 mètres, enfin 50 mètres, 50 minutes? Donc, on peut aller directement à la page 4, qui est le début des tables hors des informations. Et là, on voit qu'on a différentes profondeurs qui arrivent. On a 6, 8, 10, 12. Donc, on va rentrer la profondeur maximum qu'on envisage d'atteindre, c'est celle qu'on va chercher. Si on ne la trouve pas, alors j'ai commencé par les gars simples, je ne suis même pas allé dans les plus compliqués. Non, mais si j'avais mis 49 mètres, voilà, on aurait pris 50, parce qu'à chaque fois, on va à ce qui est plus pénalisant. Donc... Donc là, le DP m'a dit c'est 50 mètres et c'est 50 minutes de durée maximum de plongée. T'as combien de blocs? Ah non, ça c'est, on va le voir juste après, mais c'est bien dans le suivi. Bon, les gens qui ont déjà passé la cure double, on ne brouille pas le cours. Donc... Là, il faut des bons guides. Pardon? Il faut un bon guide bien plein. Non, j'ai dit 50 minutes de durée maximum de plongée. Ah oui, c'est pas à 50 minutes tout. Hein. C'est hallucinant, mais oui, parce que tu fais jamais cette plongée. Ouais, tu remontes plus. C'est pas la DTR déjà. 50 mètres, 50 minutes, je pense que ça commence à être un petit peu intéressant. C'est une bonne DTR. Ah oui. Mais, C'est compliqué après là en termes de... assez compliqué en termes de gestion de l'air, oui. Ouais, donc si je veux durer au maximum 50 minutes, j'en prends un pif, si je reste 30 minutes au fond, je peux aller lire l'avant-dernière colonne qui me dit que j'ai 60 minutes de DTR. Ouais. Donc 30 et 60, ça va faire 90, je suis un peu mort. Par contre, 25 minutes et 46 minutes, bon, bah, ça va être aussi un peu mort. Mais 20 minutes et 30 minutes. Mais par contre, je peux faire 20 minutes de temps fond et 30 minutes de DTR. Il vaut mieux faire 15-15 pour 5 minutes. Franchement. Qui va me donner 4 minutes de palier à 6 mètres, 22 minutes de palier à 3 mètres. Donc 22 plus 4, ça fait 26 minutes et 4 minutes de temps de remontée. Ces 4 minutes de temps de remontée, ça doit se décomposer en 3 minutes pour aller de 50 à 6, 15 et 15, 30 et 15, 45. Donc la vitesse de remontée pour les tables, c'est 15 mètres minutes. Donc ça fait 3 minutes à 15 mètres minutes, ça fait 45 mètres. Donc de 50, ça m'amène à 5 mètres, sauf que là je m'arrête à 6. Après, je vais passer 4 minutes à 6 mètres. Il y a des vitesses de remontée dégressive, comme dirait Charles Domas sur les tables.
pour passer du palier de 6 mètres à 3 mètres, on va mettre 30 secondes, ce qui nous amène à une vitesse de 6 mètres minutes. Ce qui correspond à peu près aux vitesses d'ordinateurs qui vont être plus permissifs en bas et moins permissifs en haut. Pour faire un petit parallèle sur les lentilles. Tac. Et on lira le GPS après. Donc je passe d'un slide en avant. Donc on s'est dit que 20 minutes au fond et 30 minutes avec la DTR de 50 minutes, ça collait. Maintenant je fais un petit rappel du cours de la semaine dernière. Si je consomme toujours mes 17 litres minutes, que je passe 20 minutes au fond avec une pression une pression de 6 bars. Quand c'est 6 bars, à chaque fois je fais des fautes, après je me fais reprendre par la dilette. Donc là j'ai essayé de ne pas me planter. Ça fait déjà 2040 litres. Si derrière je reprends ma métrique facile de 30 bars multiplié par 2, ça fait 60 bars, multiplié par 15 litres, ça fait 900 litres. Donc ça fait 2940 litres sur un 15 litres de 3000 litres, quand il est gonflé à 200 bars, ça fait 196 bars pour la plongée, je sors avec 4 bars. Je ne vous ai pas marqué, mais habituellement le DP il dit qu'on sort avec 50 bars sur le bateau. Donc, on voit que le facteur limitant, c'est pas la durée de plongée, ça reste la quantité d'air qu'on a dans la bouteille. Donc à partir de ce moment-là, je vais remonter sur la ligne d'en dessous, la ligne du dessus, je vais passer que 15 minutes au fond. Si je fais 15 minutes au fond, j'ai... Est-ce que vous pouvez regarder les tables et de regarder le cours? Merci. 9 minutes de palier à 3 mètres, de 2 à 6 mètres et 9 à 3 mètres. Ok, merci. Et donc là, si je repars sur la conso fond, que je multiplie pas par 20 du mon brousin mais par 15, ça m'amène 132 bars de consommation, ce qui me laisse 70 bars de marge, ce qui est largement suffisant pour faire face à un aléa de la plongée. J'ai quasiment, si je réfléchis, j'ai consommé 2 tiers de mon bloc, il me reste 1 tiers. Donc je peux... oui? Non quand tu mets ta DTR, pourquoi tu fais x2? Ça c'est la bac que j'ai donnée la semaine dernière. Ah, mais c'était quoi? C'était x2 pour un 15 et x3 x2 pour un 15. Ah oui, c'est ça. Et alors pour les billes de 18 litres, la vraie réponse c'est qu'il n'y a pas la bac, donc prenez-le si vous voulez jouer avec ça. Et après je le redis, il n'y a rien qui vous empêche de regarder votre nombre de bars au moment où vous entamez votre DTR, votre nombre de bars à la fin de la plongée, de créer votre propre bac avec votre bloc et votre respiration. Au même titre que on a appris et on sait maintenant qu'à chaque plongée on doit calculer sa conso, on n'est absolument pas interdit de calculer son ABAC pour se simplifier le calcul de la DTR. Pour soi. Hop là. Donc si je reviens à la question suivante, est-ce que tout le monde est clair pour la plongée du simple du matin? Oui. Donc maintenant on va faire une plongée l'après-midi, 4 heures après. Alors je vais faire une petite aparté sur les 4 heures après. C'est globalement ce que je vous conseille de faire de plonger à minimum. Non, c'est entre deux plongées, c'est d'avoir 4 heures de delta. Entre le moment où vous sortez de l'eau et le moment où vous repartez dans l'eau. C'est quoi cette tête? Vas-y. Non, je réfléchis à combien on avait en général à l'ECPA, mais ouais, si tu sors de l'eau à 11h et le temps que tu rentres et que tu manges et que tu retournes et que tu sois à l'eau 15h, ouais, c'est ça. Ça veut pas dire 15 heures départ bateau, ça veut dire 4 heures heures au moment où je te réimmerge. Parce que le départ bateau c'est 14 ou 14h30, c'est jamais 15. Voilà. Donc, Mais t'as un peu de temps. en plus, là j'étais clair, tu me disais l'UCPA, c'est bon, t'avais fini ta phrase, ils mettent forcément 4 heures à l'UCPA. Ah ouais? Ils sont forcément sécurés, je sais pas. Alors le CPA, ça fait partie c'est un des organismes qui est extrêmement proche de la Fédé, qui a le droit de délivrer des diplômes. C'est C'est pas comme ça, je suis moins de mais c'est pour ça que je te pose la question. Oui, non, mais en fait, ils ont le droit de délivrer des diplômes, mais ça ne se verra pas à la caméra, mais moi j'ai un niveau 2 UCPA. Je n'ai pas un niveau 2 FFSSM, j'ai un niveau 2 UCPA.
C'est pas si tu vas passer ton niveau 3 avec, il s'appelle comment ton copain? Avec Mirko, tu auras marqué niveau 3. Tu n'auras pas marqué niveau 3 UCPA. Ah, copain. Ils sont suffisants. Comme c'est filmé, je ne surtout pas de malentendu. C'est ton Non, voilà, ami donc de plan. l'UCPA, ils sont Ça va hyper. être très bien, C'est limite une jambe, enfin une émanation, un bras, comme tu veux, un bras, une jambe de la Fédé, ils sont assez proches, donc ils sont hyper sécures. Là-dessus, il n'y a pas de problème. En même temps, vu que je regardais mon téléphone, j'ai vu que le timer est pas loin de se terminer. Donc avant d'entamer la plongée de l'après-midi, maintenant qu'on a 4 heures devant nous, ça va me permettre d'arrêter la caméra et de rebrancher la caméra. Merci. Pump it up. Non, mais c'est son